Dans cette vidéo, on va voir comment traiter de problèmes hyperstatiques. Un problème hyperstatique, c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre juste avec la statique. Par exemple, mettons qu'on ait une poutre ici qui soit encastrée à ses deux extrémités et sollicitée en son milieu ou presque son milieu d'un effort de 1000 newtons. À quoi va être égal les efforts aux encastrements? Eh bien ça, on ne peut pas le résoudre directement avec la statique. Effectivement, la statique me donnerait un effort ici au premier encastrement, par exemple, qu'on va appeler F1. Un effort, par exemple, je vais mettre aussi arbitrairement positif F2 au deuxième encastrement. Je vais mettre un axe des X ici. Ainsi qu'un effort F de 1000 newtons à peu près au milieu de la poutre, ici, dans ce sens-là. Eh bien, mon PFS me donne aucune équation de moment, vu que tous les efforts sont alignés, et va me donner simplement que la somme des forces, c'est-à-dire F1 plus F2, mes deux efforts inconnus, moins 1000, est égale à 0. Eh bien, cette équation-là, je ne peux pas la résoudre telle qu'elle avec mes équations de statique. Il va donc falloir que j'aille un petit peu plus loin et que je réfléchisse avec la rigidité de la poutre. Alors, ce que j'ai fait, en plus, j'ai dessiné à côté la forme de la poutre, donc ce sera une poudre parallélépipédique avec une section transversale de 10 mm². On va décider qu'elle a un module de Young, c'est-à-dire une certaine rigidité du matériau de 70 gigapascales. C'est de l'ordre de la rigidité d'un alliage d'aluminium. Ce qu'on va faire, on va décomposer le problème et on va commencer à représenter le problème en enlevant un encastrement, en le représentant sous la forme d'une manière isostatique et en remplaçant l'encastrement qu'il y a ici par un effort qui serait inconnu. Et cet effort qui est inconnu va générer un déplacement de la poutre qui est nul à l'endroit de l'encastrement. Effectivement, à l'encastrement, eh bien, la poutre ne va pas bouger. Donc ce que je vais essayer de chercher, c'est plutôt l'effort qui va générer ce déplacement-là. Et c'est bien pour ça que j'ai besoin des équations de la résistance du matériau pour pouvoir résoudre un pire problème hyperstatique, car je vais faire intervenir les valeurs des déplacements au niveau des liaisons hyperstatiques. Alors ce qu'on va faire avec mon théorème de superposition, vu que j'ai deux efforts sur une même poutre, je vais le décomposer en deux poutres avec un effort que je vais venir superposer. Sur ces deux poutres-là, je vais représenter sur une première poutre mon effort de 1000 newtons, qui va me donner donc un déplacement de l'extrémité, ici, vers la gauche. Et je représente une deuxième poutre avec mon effort inconnu F2, et juste F2, qui va lui aussi générer un déplacement que j'ai nommé ici DL2. Et bien ce qu'il faut pour que mon DL ici, c'est-à-dire mon déplacement au niveau de la somme des deux efforts, soit égal à 0, il faut que le déplacement généré par cet effort F2 soit égal au déplacement généré par l'effort qu'il y a là. Alors, à quoi va être égal ce déplacement-là? Eh bien, c'est un problème de résistance des matériaux classiques. Si je prends mes formules de traction, je sais que le déplacement F est égal à la force fois la longueur divisée par E fois la section. La force ici, ça sera 1000 newtons. La longueur, attention, ça va être la longueur comprimée, c'est-à-dire que ça va être ici que mes 100 mm. C'est pas la longueur totale de la poutre, effectivement. Ce tronçon de poutre ici, là, va faire que se déplacer, il ne va pas se déformer. Donc je multiplie par la longueur, que je vais mettre en millimètres, divisé par le module de Young, on avait dit 70 gigapascales. Donc je vais le mettre en mégapascal, 70 000, multiplié par la section, on avait dit 10 mm², multiplié par 10 mm². Ce qui me donne donc un déplacement de 0,142 mm. Ce qui me donne donc, de ce côté-là, un déplacement 2 qui doit être égal à DL1, qui est égal à 0,142 mm. L'effort F2 va générer ce DL2, c'est-à-dire que ça, c'est égal à F2 qui est inconnu, multiplié par la longueur de cette poutre tirée. Attention, cette fois-ci, quelle est la longueur de la poutre tirée? Eh bien, c'est la totalité de la longueur
c'est-à-dire 210 mm. Divisé par le module de Young, 70 000, multiplié par la section de la poutre tirée. Elle est identique à tout à l'heure, elle fait 10 mm. Grâce à ça, j'ai une équation avec une inconnue, F2, et je peux déterminer la valeur de F2. Une fois que j'aurai déterminé la valeur de F2, grâce à ce système d'équations-là, je ne fais pas la résolution maintenant, je pourrais ensuite, grâce à mon principe fondamental de la statique initiale, déterminer ensuite l'effort F1. On va traiter maintenant d'un problème de torsion. Mettons que j'ai pareil une poutre encastrée à ses deux extrémités avec pile en son milieu un moment de torsion extérieure qui lui soit appliqué. On va considérer que cette poutre est cylindrique d'un diamètre de 10 mm, ce qui lui donne un moment quadratique polaire d'environ 980 mm². On va déterminer son module de Young qui va être égal à 10 gigapascal. Alors, comment est-ce qu'on va essayer de traiter le problème? C'est pareil, c'est un problème hyperstatique. J'ai deux encastrements, ces encastrements, bon, comme j'ai pas d'effort extérieur, les efforts aux encastrements sont donc nuls, ça tombe du principe fondamental de la statique. Par contre, dans ces encastrements, il va me rester des moments, des couples autour de l'axe longitudinal par rapport à la poutre. Si je les pose arbitrairement positifs, par exemple, dans ce sens-là, ça va me donner un principe fondamental de la statique, qui va rien me donner au niveau des équations de la résultante, par contre qui va me donner au niveau des équations des moments que C1 plus C2 moins 10 Nm est égal à 0. Et j'ai bien une équation avec deux inconnues. Alors je vais essayer de résoudre ça. On va se rendre compte que la résolution en fait est relativement identique à celle de la statique. La première des choses à faire va être de remplacer le problème de résistance des matériaux hyperstatiques en un problème isostatique. Donc ce que je vais faire, je vais enlever l'encastrement et cet encastrement, je vais le remplacer par un couple extérieur ici, que je vais mettre dans ce sens-là, hein. Le sens je peux le mettre arbitraire, hein, vers l'extérieur ici. Et ce couple-là va générer une torsion de la poutre de manière à ce qu'il n'y a pas d'angle de rotation ici. Effectivement, si j'ai un encastrement en haut, eh bien la poutre ne tourne pas son encastrement. J'ai donc ici écrit un problème de résistance des matériaux dans lequel je fais intervenir l'angle de rotation. Alors, comme j'ai un problème de RDM avec différents efforts extérieurs, ce qu'on avait fait classiquement, c'est on l'avait décomposé grâce à un théorème de superposition de cas simples. Avec mon théorème de superposition, je décompose en deux cas simples. Un cas avec un premier couple qui est celui-là, un deuxième cas avec le deuxième couple. Et qu'est-ce que je vais écrire? C'est que le premier couple va générer une rotation de l'extrémité de la section qui va être égale à alpha 1. Le deuxième couple, lui aussi, va générer une rotation, mais de sens opposé. Et ce qu'il faut, c'est que la rotation générée par le deuxième couple annule la rotation de alpha 1. Et oui, ceci pour que l'angle de rotation final, quand je vais superposer le tout, soit égal à 0, respecte bien la condition dite d'hyperstatisme. Alors ce que je vais faire, je vais mettre les équations de la déformée d'une poutre en torsion. On avait dit que l'angle de rotation alpha 1 d'une poutre en torsion était égal à la longueur tordue. La longueur tordue, c'est celle-là, attention, c'est pas la longueur totale de la poutre, hein, c'est mes 100 mm que j'ai ici, multiplié par l'angle de rotation unitaire, θ. L'angle de rotation unitaire était égal au moment de torsion, c'est-à-dire 10 Nm, qu'on ramenait en Nm, divisé par G, le module de Coulomb. Alors, comme j'avais un module de Young de 10 mégapascal, on va dire que mon module de Coulomb
est environ égal à, ça serait donné dans le cadre de l'énoncé, dans mon matériau, à 3 gigapascal. Donc je mets 3000. Multiplié par I0. Et I0, c'était mon moment quadratique polaire qui faisait environ 981 mm². Voilà, grâce à ça, et en remplaçant mon L par 100 mm, je vais trouver l'angle α1 de rotation en radian. Une fois que j'ai trouvé cette valeur α1, je vais dire qu'il est égal à α2. C'est-à-dire que je vais dire que α1 est égal à α2, donc cette valeur maintenant elle est connue. Je sais d'autre part que α2 va être égal à la longueur tordue de cette poutre-là. Et bien cette fois-ci, la longueur tordue, c'était 200 mm. Multiplié par le couple inconnu, ici C2, attention, en newton millimètre au niveau de mon résultat, divisé par mon module de Coulomb, multiplié par le moment quadratique polaire. Alors on se rend compte qu'au niveau du module de Coulomb, j'ai fait une approximation ici. En réalité, ça n'a pas d'importance parce qu'il se retrouve aussi à cet endroit-là. Et ça veut dire qu'en fait, il va venir au final se simplifier. D'ailleurs, ce qui va aussi venir se simplifier, c'est mon moment quadratique. Effectivement, la poutre ayant qu'un seul et même matériau tout le long et ayant qu'une seule et même section tout le long, finalement, la raideur du matériau ainsi que sa géométrie n'interviennent pas dans mon équation hyperstatique. Grâce à ça, eh bien, je vais pouvoir déterminer le couple C2. Donc α1, ça faisait 100 fois 10 000. α2, c'est 200 fois C2. Ce qui me permet donc de déterminer assez rapidement que C2 est égal à la moitié de mon moment de torsion ici, c'est-à-dire 5000 newton millimètre. Ceci mis dans mon équation initiale de statique, et ici mon 10 Nm ramené en newton millimètre, me permet donc de déterminer qu'Océan est égal à lui aussi 5000 newton millimètre. Bon, on s'en serait douté sans aller résoudre le problème hyperstatique. Effectivement, le couple étant impliqué au milieu, eh bien les couples aux appuis viennent être exactement la moitié du couple qu'il y a au milieu. Mais ça aurait pu changer si la section de la poutre avait été différente en fonction des parties. À ce moment-là, ça ne se serait pas simplifié dans mes équations de RDM. Si les appuis étaient légèrement décalés, j'aurais pu aussi essayer de déterminer, grâce à cette résolution hyperstatique, la répartition des couples sur les deux extrémités. Allez, en synthèse, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que pour déterminer un problème hyperstatique, il fallait d'abord commencer par le remplacer par un problème isostatique équivalent, c'est-à-dire qu'on allait enlever les appuis hyperstatiques, on allait les remplacer par des efforts, simplement on allait rajouter des conditions de déplacement en angle pour de la torsion, en déplacement pour de la flexion ou de la traction-compression. Et à ces déplacements, on allait dire qu'au niveau des appuis, ils étaient nuls. Ensuite, grâce aux équations de la déformée de RDM, on allait exprimer les déplacements à ces extrémités-là, dans le cadre de théorème de superposition, dans le cadre où il y avait un effort, je trouvais un déplacement sur une extrémité, dans le cadre où il y avait l'autre effort, je trouvais l'autre déplacement à cette même extrémité, et j'allais dire que le déplacement à cette même extrémité allait s'annuler, de manière à ce qu'au final, il n'y ait pas de déplacement généré par l'appui hyperstatique. Grâce à ça, je pouvais déterminer l'effort qui était inconnu au niveau de l'appui hyperstatique.